La littérature haïtienne qui se disait nationale, enfin, qu'on nous a vendu que Pompili se Bérou, parce qu'il faudra toujours revenir à eux, hélas, nous ont vendu comme la littérature nationale. C'était une littérature d'imitation, jusqu'à nous faire répéter des âneries du genre et dire Villers était un éclectique. Qu'est-ce que l'éclectisme quand vous avez le Parnasse et le symbolisme comme influence? Pour qu'un peuple ait une littérature nationale, il faut que des éléments existent déjà, qu'il possède une vitalité propre, qu'il soit une race ayant ses origines, ses traditions, ses mœurs, ses goûts, ses passions propres, et qu'ils aient su les traduire et les exprimer dans une langue à lui. Ceci est une vérité inébranlable. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, dont on a dit ingénieusement dont la première était le cœur, la seconde la tête, la dernière le bras du grand être collectif qu'on nomme l'humanité. Chez ces trois nations, l'œuvre politique marche corrélativement avec l'œuvre littéraire. Chacune a sa littérature nationale, et elles exercent entre elles des influences périodiques et réciproques en vertu de la solidarité qu'il est liée du point de vue de l'humanité. Bonjour Younet. Bonjour. Je viens de vous lire un extrait de la revue Le Républicain. Il s'agit de la plume des Nounous, parue le 1er octobre 1836. Le sujet dont on va parler aujourd'hui s'articule ainsi. Écrire la nation après l'indépendance, genèse et tension de la littérature nationale haïtienne au XIXe siècle. La littérature nationale, en tant qu'expression de la conscience, des traditions et l'âme d'un peuple, a émergé en Europe au XVIIIe siècle. Elle s'accompagne aussi de l'émergence des États-nations, concept qui, selon Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme, désigne une forme politique moderne où l'État prétend représenter une nation homogène, même peuple, même culture, même langue, même histoire. Ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie, à cette conception de l'État-nation, sont alors considérés comme des minorités, des étrangers ou des apatrides, et risquent d'être exclus. Après 1804, M. Trouillot, dans une société fractionnée entre le français et le créole, entre Bossa et le créole pour désigner ainsi les catégories sociales, selon le sociologue Jean Casimir, écrire la nation en Haïti, est-ce d'abord une manière de la construire ou une manière de la contester, puisque vous-même, je vous cite, dans une traversée littéraire, en parlant des pionniers, énoncez la phrase suivante. C'était une littérature nationale sans la nation, comme cela fut le cas pour de nombreuses sociétés post-coloniales. Bon. Je vais pas commenter les propos de nous qui semblent considérer la nation comme déjà là. Or, la nation est une projection, c'est une construction permanente. Et donc, et en plus, c'est une construction permanente historique, puisque le concept même, la réalité d'une communauté qui s'identifie à ce concept d'État-nation, c'est une réalité qui elle-même est historique et quand on y pense assez récente. Et il y a même aujourd'hui des penseurs qui, du point de vue de l'épistémologie ou du point de vue de l'anthropologie, contestent même l'universalité de ce concept d'État-nation. Ce qui a une pertinence quand on prend certaines sociétés haïtiennes qui se sont constituées en État sur le modèle de l'État-nation, on se rend compte que les divisions ethniques, les divisions sociales entre les membres de les catégories de ces sociétés posent la question de l'existence ou non d'une nation. Donc, je pense que si on dit le concept de littérature nationale, il faut être extrêmement prudent et considérer que c'est quelque chose qui se construit dans une permanence. Qu'est-ce que la littérature nationale française aujourd'hui, sans y compter les nombreux auteurs d'origine africaine, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb, qui participent de cette littérature française. Je crois que ce dont nous avons souffert en Haïti, c'est de cette utilisation de l'idée de littérature nationale, du concept de littérature nationale, sans poser la question historiquement comment se constitue une littérature nationale. Et la phrase que vous avez citée dans le livre que j'ai coécrit avec Philippe d'Alembert, ce qu'on fait ressortir, c'est que dans les processus de littérature nationale
d'évolution des littératures nationales européennes, vous avez la question de la langue. La question de la langue comme ciment, même si j'ai un peu peur du mot, comme ciment de la nation. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Le créole n'est pas considéré dans cette littérature nationale. La culture populaire, tout le folklore élevé par les frères Grimm et d'autres dont on s'emparer les romantiques. Donc voilà un premier problème. C'est peut-être aujourd'hui qu'on peut commencer à parler d'une littérature nationale, dans ce sens traditionnel, de quelque chose qui serait représentatif de la nation. Mais encore une fois, cette représentation de la nation, il faut la considérer sur un mode évolutif. Parce que la nation ou le projet de nation est toujours en transformation. Il n'y a pas de déjà là et non, c'est une bêtise fondamentale qui peut conduire à des propos et à des attitudes frôlant l'extrême droite. Je veux dire, la nation, c'est ceci. Donc la nation française serait le christianisme, la nation haïtienne serait ci ou ça. Donc quand cette idée de dire la nation, il faut considérer que c'est toujours quelque chose qui est en mouvement, dans une sorte de construction permanente, qu'on essaie de dire, qu'on ne pourra jamais absolument dire, puisque la nation pour tel bourgeois de Pétionville n'est probablement pas la nation pour tel paysan de la Fibonaccie. Donc, c'est un ensemble de contradictions avec sans doute des repères qui pourraient avoir une dimension transversale. Donc, merci, M. René. Mais je dois vous dire que s'il est vrai que l'on peut reprocher à nos premiers écrivains de n'avoir pas assez intégré le folklore, les mœurs, les traditions du pays dans leur littérature, néanmoins, nous ne pouvons pas dire que le créole a été totalement écarté, parce qu'il existe certains textes chez les Timoniers. Il y a par exemple cette pièce de théâtre de Juste Chanlat, présentée durant sa capitale, dont la première scène est a été totalement écrite en créole, même si c'est un créole un peu bizarre, quoi. Voilà. Tout cela est resté dans une marge. Faut pas se mentir. Le populaire a été grandement écarté, méprisé dans les premières années, voire le premier siècle de la littérature haïtienne. En ce sens, la revue indigène, même si elle n'a pas été une revue anti-occupation, comme voilà encore un autre mensonge, la revue indigène, quand on visite la revue indigène, il y a un seul texte qui pourrait parler directement de l'occupation. Donc, là encore, c'est un mensonge qu'on nous a servi. Mais la revue indigène, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle dit, tiens, il y a quelque chose ici qu'on peut appeler le populaire. Ce regard sur le populaire, cette idée d'une haïtianité qui intégrerait le populaire, bon, vous avez le versant, je dirais, intellectuel, global, avec Ainsi par la langue qui sort en 28, mais la revue indigène, vous avez le versant littéraire, et n'oubliez pas que la revue indigène sort en 27. Oui. Donc un an avant. Ainsi par la langue. Avant Ainsi par la langue. Mais il y a cette inquiétude. Je pense que là, c'est quelque chose de très fort dans l'histoire de la littérature haïtienne. Parce qu'à côté de cette volonté d'aller vers ce grand absent qu'a été le populaire, il y a aussi une volonté d'aller vers l'invention formelle. Et ça, c'est extrêmement important. La littérature haïtienne qui se disait nationale, enfin, qu'on nous a vendu, que Pompili se Bérou, parce qu'il faudra toujours revenir à eux, hélas, nous ont vendu comme la littérature nationale. C'était une littérature d'imitation. Jusqu'à nous faire répéter des âneries du genre, et dire Villers était un éclectique. Bon, qu'est-ce que l'éclectisme quand vous avez le Parnasse et le symbolisme comme influence? Bon, si c'est ça l'éclectisme. Un peu de romantisme. Et puis les restes, les zestes du romantisme, on pourrait dire, alors que justement, dans la revue indigène, vous avez véritablement de l'éclectisme. Quand vous avez le baroque espagnol, la modernité latino-américaine, la Harlem Renaissance, toutes ces choses en cours, plus les traditions littéraires françaises, tout cela est mélangé, par exemple, dans le travail d'un Émile Roumer. Et là, on peut parler véritablement éclectisme parce qu'il y a une ouverture sur la littérature du monde. Alors que éclectisme avec deux mouvements littéraires français, c'est un peu exagéré. Donc, vous voyez justement
cette construction, ce projet de construction d'une littérature nationale, il vient avec une construction d'une littérature moderne, en reconnaissant qu'elle est un espace de contradiction. Vous voyez la différence entre l'écriture d'un Brouard et l'écriture d'un Roumer, ou encore celle d'un Roumain. Là encore, il n'y a pas d'école indigène, c'est une ânerie. Oui, c'est une ânerie. Une école, c'est un savoir-faire. C'est un art poétique. Il n'y a pas d'art poétique de la revue indigène. On voit d'ailleurs que les propositions esthétiques vont dans des sens extrêmement variés. Et il y a une conscience de rapport avec l'idée de nation, justement. D'où le choix de l'adjectif indigène. Et cette idée d'aller vers quelque chose de plus large, qui témoignerait de notre réalité, qui témoignerait d'ailleurs de l'expression de Norman Sylvain dans son éditorial du premier numéro de la revue, je crois. L'idée de ce nous à dire, elle vient aussi avec une idée de création, d'invention, d'inventivité. Oui, donc merci Unetro, mais on pourrait se demander si cette idée de nation n'était pas aussi présente chez nous quand il a demandé de naturaliser la langue française, de parler un français bouni. Oui, évidemment. Évidemment, nous sommes dans une sorte d'archéologie avec nous et quelques autres. Ouais. Et quelques autres, je pense qu'une figure qui a été très mal servie, même si elle est très louée, c'est la figure d'Oswald Durand. Ouais. Quelque part dans cette quête-là, même si son écriture est encore, à certains égards, dans un mimétisme vis-à-vis du romantisme et de Hugo en particulier. Évidemment, les choses ne naissent pas en dehors d'un processus. Il y a tout un processus qui conduit à ces avènements, mais je crois qu'il y a quelque chose qui advient avec la revue indigène. Oui, mais la revue indigène, on en parlera un peu plus tard. Alors, ce qui m'intéresse surtout encore dans le fond de votre propos, c'est que après Milno, je constate que les conteurs de l'école de 1836, par exemple Alibé Ferry ou Ignasno, ont essayé d'intégrer les mythes dans leurs contes, certaines choses issues du populaire. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, les conteurs... Tout cela participe du processus, et c'est intéressant de voir que ça s'inscrit dans ce genre que vous appelez contes, que certains considèrent aussi comme étant des nouvelles. Là, je pense que Pierre-Raymond Dumas a fait un sacré travail avec son anthologie de la nouvelle littéraire haïtienne, où on voit véritablement que là, il y a autre chose qui se passe. Bien sûr. Il y a autre chose qui se passe. Il y a une plus grande présence de l'ensemble de la réalité haïtienne, du parler populaire, de la culture. Il s'inspire aussi de l'histoire populaire. Mais il faut faire attention aussi. Cette présence, elle est parfois sur un mode, je dirais, folklorique. Ouais. Pas forcément sur un mode assumé. Bien sûr. Et je pense que là encore, on revient à l'indigénisme. Je pense qu'il y a un maître livre qui change beaucoup de choses, c'est Gouverneur de la Rosée. Ouais. Gouverneur de la Rosée, le populaire était présent dans ces contes dont vous parlez, mais il était souvent présent sur un mode folklorique. Il était présent aussi parfois sur un mode fantastique. Merveilleux aussi. Oui, mais est-ce que les personnages de ces milieux ou de cette origine étaient des personnages totalement humanisés? Ouais. J'aime bien dire que Manuel, c'est pas un paysan. Manuel, c'est un être humain qui se trouve être un paysan, qui aime, qui a des pensées, qui a une individualité. Et je pense que Roumain inaugure ici quelque chose avec ce livre, ce livre, vous voyez, Jean Valjean, oui, un ancien voleur devenu maire, mais c'est avant tout un être humain, avec toutes les qualités et les défauts, et toutes les possibilités d'avoir les qualités et les défauts que peuvent avoir les êtres humains. Et je pense que c'est encore au début du XXe siècle qu'il y a quelque chose qui va s'installer avec une volonté d'humanisation qui passe par l'individuation
du personnage d'origine populaire. Parce que avant, c'était un peu de la littérature, on pourrait dire ethnographique. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'était une littérature un peu ethnographique. Mais il y a quelqu'un qui m'intéresse, Lionel Truot, c'est surtout Joseph Delis, dans un texte consacré à ce qu'il appelle l'école de 1836. Il considère cette école comme la naissance du nationalisme culturel haïtien et pense que cette génération d'écrivains est la première à avoir jugé nécessaire que l'histoire du pays soit écrite par ses enfants. Et les conteurs, selon lui, ont un peu inspiré aussi de cette histoire. Par exemple, un épisode de la Révolution de No, etc. Mais comment cette influence ou bien ce rapprochement vers l'histoire, dans une volonté aussi de se rapprocher un peu de la nation, même si c'était pas vraiment effectif, comment cela a influencé les autres générations, particulièrement la génération patriotique Très peu, du, très peu, du 20e siècle, très peu, du 19e siècle. très peu. On peut voir que, qu'y a-t-il de nous dans Marcelin ou dans l'Hérisson? Très peu, très peu. Il n'y a rien d'étonnant, de toute manière. Il est normal qu'au bout d'un certain temps, une société commence à s'interroger sur elle-même. Et celles et ceux qui sont en écriture s'interrogent sur le rapport de leur imaginaire, de leur inscription dans le réel avec ce réel. Donc c'est tout à fait normal. On parle d'une naissance que j'ai appelée tout à l'heure une sorte d'archéologie, mais on n'est pas encore dans quelque chose qui arrive à terme ou à maturité. Maintenant, il faut pas oublier non plus que ce n'est pas une littérature qui a une grande circulation. Ouais. Au moment où elle s'écrit, il faudrait travailler sur la littérature haïtienne pour savoir qui a lu qui. C'est pas évident. Nous partons souvent de l'idée que tout le monde a lu tout le monde. Ce n'est pas vrai. Je me rappelle Jean Métellus qui disait qu'il ne pouvait pas avoir été influencé par Justin Lérisson parce qu'il ne l'avait pas lu. Il ne va le lire que très tard. Donc, oui, il se passe quelque chose dans les années 30, 40 ans. Quelque peu, 30 surtout, puisqu'ils vont, pour la plupart, mourir assez tôt. Mais est-ce que cela a une véritable trace sur ceux qui ont suivi? En tout cas, cette trace, on ne la voit pas vraiment dans les Écritures et elle n'est pas forcément revendiquée non plus dans les paratextes et dans les discours que les écrivains qui sont venus après ont pu tenir sur leurs propres œuvres. Mais la question que je vais vous poser, M. Truot, c'est surtout en essayant de creuser cette contradiction qui existe entre ce que Dino et ce que faisaient à l'époque les poètes et les conteurs. Est-ce qu'on peut parler réellement d'école de 1836 dans la mesure où les poètes n'ont pas vraiment répondu à cet appel de No, etc. Là encore, bon, on a utilisé l'expression l'école de 1836, c'est un raccourci par la schématisation, mais parler d'école, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut revoir la périodisation proposée par les PompidouÉbé ou Régent et autres. Et maintenant, on a un peu plus d'accès d'ailleurs au corpus. Oui. Parce que dire il y a une école, ça implique aussi de déterminer, de choisir un corpus. Bon, si on nous met dehors, et puis facile pour dire, mais ça école là. Ouais. L'on met ma gloire Saint-Aude dehors, on parle de plus tard. L'on met ma gloire Saint-Aude dehors, il est facile pour dire, la littérature haïtienne c'est, puisque ça Saint-Aude a fait, elle va correspondre à définition. Là. Donc déjà, faut revisiter le corpus. Faut revisiter le corpus. Je pense que les discours officiels, c'est-à-dire ceux qu'on martèle encore dans la tête de nos enfants, les discours officiels de l'histoire littéraire haïtienne, il est grand temps qu'on les repense pour être plus près de la réalité et plus près des théories modernes en littérature. C'est triste quand même qu'on continue d'enseigner à nos enfants un tas de contre-vérités fondées sur le goût des auteurs ou
sur ce qu'on appelle la critique impressionniste. On parle aussi d'écoles patriotiques, etc. Alors que Non, les cinq... ce sont des raccourcis. Ouais. L'avantage du raccourci, c'est qu'il permet de schématiser. Quand quelqu'un est soumis à cet enseignement, vous avez quelques repères, mais ces repères ne correspondent pas forcément à la réalité. C'est une reconstruction postérieure. Et les reconstructions postérieures, elles sont toujours dangereuses, puisqu'elles fonctionnent sur des mécanismes de canonisation. Et à côté des mécanismes de canonisation, vous avez forcément des mécanismes d'exclusion. Mais après l'UNESCO, il y a un recueil de poésie, de poèmes qui m'intéresse, c'est surtout Sous les bambous, qui a été un peu salué par Price-Mars, un peu pour son originalité, son ancrage imaginez se parler de bambou dans un pays où il y en a tant, c'est quelque chose d'original. C'est tout un processus. On pourrait dire que c'est un processus d'émancipation qui se met en place avec des contradictions, avec des poussées et aussi avec des reculs. Je pense que la revue indigène, ça a été une grande poussée. Je pense que le roman de la fin du 19e et du début du 20e, c'est aussi une poussée, pas aussi forte que celle de la revue indigène. Je pense que le roman réalisme socialiste, avec les variantes, on y connaît, le réalisme merveilleux et la lexique, mais je pense que ce roman réaliste socialiste avec en Cassius, avec en Saint-Amand, avec Alexis lui-même, avec Anthony Lespèce, apporte des choses. Ce qu'il faut rétablir, ce qu'il faut enseigner à nos enfants, c'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est pas cette sorte de fixation avec soi-disant des états, voilà comment c'était, à répéter par cœur. Ouais. Mais pour rétablir la littérature est le lieu d'exercice d'un processus. Lequel processus n'est pas sans polémique. On fait comme si, à la fin du 19e siècle, il n'y a pas de désaccord. Tout le monde est d'accord sur tout. On fait comme si en 1936, tout le monde est d'accord. Menti! D'ailleurs, si c'était le cas, c'est un pays malade. Ouais. On peut écouter tout le monde penser même bagarre, dans le même moment qu'on a un petit problème. Donc, c'est dans la logique ça pour nous sortir, pour nous faire jeunes capables de nous connaître. Depuis c'est dans la littérature, on a qui vivant même dans la société, la fête là-dedans. Et que il y a des évolutions qui fait dans la société, il y a des contradictions qui gagnent dans la société, il y a des polémiques, il y a des différents points de vue, et la littérature a témoigné de toute bagage. Avec des dominantes à tel moment, mais dominantes, on va dire, sont bagage absolu. Justement, sont dominantes. Ça veut dire qu'il y a des formes de résistance au monde. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en 2026, et vous avez encore des garçons et des filles qui essaient de faire des vers à la Corneille. Ouais. Donc, vous avez des formes de résistance à la modernité qui sont encore très fortes, comme quand il y avait cette dominante de la répétition du classicisme et du pseudo-classicisme, vous avez eu des formes de résistance. Cette passion pour la rime. Mais est-ce que ça n'a pas été le cas aussi avec Aragon? Ah non, on va pas entrer là-dedans. Le choix d'Aragon est un choix politique. Il argumente d'ailleurs, dans son journal. N'oubliez pas qu'il y a quand même une grande tradition de la rime dans l'histoire de la littérature française. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans la littérature haïtienne. Nous avons, il faut le reconnaître, des rimes qui sont catastrophiques. Personnellement, je pense qu'il y a deux grands poètes haïtiens de la rime. Bon, je parle pas de Durand, qui est un cas particulier qui est dans une autre époque. Mais je pense que dans le XXe siècle haïtien, vous avez Émile Romer et Jean Brière. Ouais. C'est-à-dire quand ils font des rimes, aïe. Mais en plus, faut le reconnaître, vous avez beaucoup de vers numéritons, vous avez beaucoup de poétisation, de reprises, de principes, d'homométrie et d'homophonie qui vous donnent des absurdités, des platitudes du genre, je suis de ce pays où les femmes sont belles et font partout les temps des épouses fidèles. Bon, tout le monde à l'école, il mais ça belle poésie, bon problème. C'est criminel. Donc, ok, merci Lionel Thuot. Et ça a été un plaisir de vous recevoir. Je pense qu'on vous recevra une prochaine fois, quoi. Pour merci parler beaucoup, avec plaisir, monsieur. J'aimerais insister sur un point, surtout si on parle à des jeunes. Jamais oublier que la littérature,
c'est un processus à l'intérieur du processus social. Et c'est un espace de contradiction et de mouvement. Repérer les moments, les âges de ce mouvement, c'est intéressant. Mais ne jamais tomber dans des platitudes qui font comme si à tel moment c'était comme ça. Et la littérature est l'espace justement où tout le monde ne pense pas pareil. D'accord. Donc, c'est un lieu de contradiction, de lutte et de conflit. C'est un lieu de contradiction. Bien sûr. Donc, merci Lionel Trouillot. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de recevoir monsieur Lionel Trouillot pour parler un peu de littérature nationale haïtienne au 19e siècle. À la prochaine. Merci.